Y a-t-il quelqu'un qui a un TOC ici? Ouais, moi je vis ça. Je vis ça depuis longtemps. Je le vis pas de la même façon depuis que je suis toute jeune. Jeune, je me souviens, je descendais les marches, puis je pouvais pas mettre le pied sur la dernière marche. C'était comme une superstition. Je remontais, je pouvais faire ça sans arrêt. Il fallait pas que j'y touche. Je comptais aussi. Toutes les choses étaient par 8 ou par 16. Ça, c'est toute jeune. Après, ça a été la compulsion de faire du ménage. J'avais une anxiété, je faisais mon ménage. J'étais toujours en train de ranger, de classer. Puis maintenant, ben, c'est plus le robinet. Je vérifie. Aller voir si j'ai bien fermé mon robinet. Une fois, deux fois, trois fois. Tu te relèves-tu la nuit pour le faire? Non, mais ça m'arrive souvent avant de me coucher, par exemple. Juste les moments avant ou avant de partir de chez moi, je vais aller vérifier si tout mon poêle est bien fermé, mes ronds de poêle. Ou quand je fais du repassage, mon fameux fer à repasser, là, je peux puis là, j'y vais, puis j'y retourne, puis je peux y retourner 2, 3 fois. C'est sûr, ça me prend pas des heures. C'est pas un toc qui vient me chercher là, pendant des heures et des heures. Mais je sais que ça me fatigue, puis je sais que je suis allée le voir, puis j'y retourne quand même. Je peux vérifier. Je vais porter quelque chose à la boîte à mal. Je vais vérifier, voir j'ai-tu mis mon thème, j'ai-tu mis la bonne adresse. Je peux le faire 3, 4 fois. C'est fatigant. Mais ça s'améliore. Je vois que c'est possible de changer ma façon de penser. Puis quand j'y vais, je vérifie une fois, puis je dis, bon, là, tu l'as fait, Sylvie. Faut que je me fasse confiance aussi. Hein? Mais la base, c'est mon anxiété. J'essaie de voir c'est quoi. Puis je le vois aussi, là, il y a des gestes aussi dans ma famille. Tu sais, on retournait pour aller vérifier 2, 3 fois. Donc, j'ai appris à... J'avais peur du feu, peur que les tuyaux coulent, peur... Tu sais, c'est toutes des peurs, là. Peur d'avoir fait l'erreur. Fait que ça remonte à ça. Mais, comme je vous dis, moi, c'est pas envahissant, là, tu sais. Je passe pas des heures et des heures, mais quand même. C'est que je m'en rends compte aujourd'hui. Avant, je me disais, ben non, je suis une personne qui est rangée, qui fait son ménage. Tu sais? Et là, je m'aperçois que dans le fond, oui, je peux le faire. Je suis rangée, je fais mon ménage, mais pas quand je le fais en répétition. Là, je me rends compte que ça venait m'achaler. Je me disais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu répètes? Mais en groupe d'entraide, je me suis aperçue que je n'étais pas seule. Puis que l'anxiété aussi amène ça. Souvent, c'est troubles obsessifs-compulsifs. Comment que tu te sens? Bien, c'est parce que pendant que je fais les répétitions, parce que, mettons, j'y vais, là, je vais vérifier. Je sais que j'ai vérifié. Je m'en retourne. Là, j'ai le besoin d'y retourner. Quand je suis seule, là, tu sais, les premiers temps, je me disais, personne ne me voit, c'est pas grave, j'y retourne. Mais à un moment donné, je suis avec des gens, là, je suis mal à l'aise. Fait, je le sais, je l'ai vu, le film que je l'ai enlevé. Pourquoi j'ai ce besoin-là? Là, je me dis, non, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi? Pourquoi j'ai ce besoin-là? Je l'ai vu. C'est comme si j'ai pas confiance en moi. J'ai l'impression que je l'ai peut-être pas vraiment fait. Ce geste-là, je l'ai peut-être pas vraiment débranché. J'ai pas confiance en moi, puis j'ai peur que en l'ayant pas débranché, il y avait quelque chose de grave et que je sois responsable. Je prends trop de responsabilités. Je me sens responsable pour tout. Donc, c'est comme si ça devient une responsabilité énorme. Donc, chaque geste devient grave. As-tu beaucoup vécu ça, toi, le fait que souvent, l'obsession, ben, la compulsion qu'on va utiliser, elle n'a pas un lien comme de cause à effet là, entre l'obsession et la compulsion. C'est ça. S'il y a quelque chose qui t'obsède tout le temps dans tes pensées, bien que ça a rapport à quelque chose qui s'est passé au bureau, les compulsions que tu vas avoir à la maison à vérifier, là, par exemple, comme mais tu dis. La compulsion est toujours de vérifier. Donc, c'est parce que j'ai peur de faire une erreur. La base, c'est toujours l'erreur. C'est pour ça. Ou la responsabilité. J'ai toujours l'impression que je suis responsable. Donc, c'est pour ça peut-être que mon top, c'est vérification. Pour d'autres, ça va être autre chose. Soit les microbes ou... Mais moi, c'est la vérification parce que je pense qu'à la base, c'est ma peur de ne pas être correcte. De ne pas avoir réagi correctement, de ne pas avoir fait correctement, d'avoir fait des erreurs. Peut-être que la compulsion va avec mon obsession aussi. Mais quand tu dis que par exemple, tu vas faire quelque chose pour relaxer, comme prendre un bain ou quelque chose comme ça, bien là, tu fais quelque chose pour te détendre, tu es consciente que ça va peut-être diminuer ton anxiété, mais que ça n'aura pas un lien direct avec l'obsession que tu avais de peut-être une erreur qui s'était produite au bureau. Là. Mais je travaille là-dessus. Tu vois, en thérapie, je travaille là-dessus pour savoir c'est quoi la base de mon anxiété. Mais j'ai des moyens, j'ai trouvé des moyens aussi pour diminuer cette anxiété-là. Si j'ai une compulsion, je vais l'avoir moins longtemps parce que je suis moins tendue. Parce qu'il y a des journées que je suis bien, là, je ne vais pas vérifier mon poids, j'oublie tout. Je me dis, oh, regarde, aujourd'hui, je n'ai pas vérifié. Mais cette journée-là, j'étais bien, j'étais moins anxieuse, donc j'avais moins peur de faire des erreurs. Tu sais, c'est comme tout un... Ça, c'est le fun des journées de même, hein? Quand on est bien, là, quand on ne fait pas d'anxiété. Oui, puis c'est possible. C'est ça qui est...
Ma phobie comme telle, c'est la phobie des chauves-souris. Je me rappelle la première fois que j'ai eu peur de ça, à l'été 64, à Terrebonne, au chalet. J'étais à la pénombre le soir, dans la cour, et j'étais couchée dans un hamac. Et la chauve-souris a passé d'un arbre et elle a atterri dans mes cheveux. En tout cas, j'ai rentré dans la maison, ils m'ont enlevé la chauve-souris, qui était dégueulasse, la Moses, pour pas dire d'autre chose. Là. Puis, oh mon Dieu, j'avais tous les cheveux coupés ici, puis le vin long en arrière. En tout cas, c'était assez spécial. Fait que j'ai toujours gardé ça depuis le temps. Alors, il y a 25 ans minimum que j'ai ça. Le restant de l'été 64, merci. Je sortais plus le soir. Je restais dans le chalet. J'avais trop peur. Puis tout le monde me disait, sors, non, il va en avoir d'autres. Puis ça sert à rien, je paniquais, je restais dans la maison. Puis même s'il faisait chaud, puis même s'il y avait n'importe quoi, là, dans la journée, ça allait. Dans la minute, c'était le soir, il fallait que je rentre dans le chalet, que je sorte plus partout. J'étais longtemps comme ça. À pas aller faire de pique-nique, à aller, mettons, me baigner à la piscine, dans un parc, n'importe quoi. Mais la minute qui était 6 heures, 7 heures, je savais que la brunante s'en vient. Si la brunante s'en vient, les chauves-souris s'en viennent, alors Nicole, elle s'en va. Elle reste pas là. Parce que si elle reste là, il va y en avoir un autre qui va venir y pogner les cheveux, puis c'était l'enfer. Mais de l'entendre, du moment que tu entends, là, parce que je reconnais je reconnais le son, là, tu sais, là, je le sais, là, juste ça, là, ça, non. Même si tu la vois pas, là, juste d'entendre. J'ai pas besoin de la voir. Je l'entends, je te dis. J'ai des ondes, tu sais, là. Puis il me semble que je les attire. Je sais pas, là, mais il me semble que je les attire. Je sais pas si quand on a une peur, l'odorat peut-être, je sais pas, là, c'est peut-être dans ma tête que je pense ça, là, parce que j'ai tellement peur, là, mais, tu sais, je me dis, il y en a une, puis elle va venir vers moi. C'est sûr et certain, elle va venir me voir. Parce qu'elle sait que j'ai peur, puis elle va venir me tester. Ça a été long avant que tu sois capable de ressortir dehors, là, de dire... Bien, le soir comme tel, là, je peux dire que ça a duré un bon peut-être 5 ans, là, à me couper des sorties de soir, là. Surtout où il y avait des arbres, tout ça. Si tu sors, là, puis il n'y a pas rien, c'est correct, là. Mais s'il y a des arbres, quelque chose, là, parce que même en ville, ici, il y en a, hein? Oui. Oui. Ça t'empêchait de faire des choses que tu aurais aimé faire? Ben oui. Oui, parce que bien du monde qui n'aime pas les chauves-souris parce que c'est pas vraiment beau. Non, c'est mais pas... d'avoir une peur comme ça, c'est pas pareil, ça. Moi, j'aime pas les chauves-souris comme telles, mais j'ai pas d'anxiété par rapport aux chauves-souris, là. Je pense pas à ça. C'est ça. Ben moi, c'est le contraire, vois-tu, j'y pense tout le temps. Mais même aujourd'hui, là, si aujourd'hui je peux aller, mettons, dans des parcs, des choses comme ça, là, rive, la pénombre, je les vois un peu, là, sortir, là. C'est sûr, là, mes yeux vont aller vers le haut, là, puis il va dire, promène-toi un petit peu plus loin, là, puis il va t'en plus loin un petit peu, là. Sur mon balcon, je sors le soir. J'ai un parasol, je le cante un peu, je mets des chandelles à citronnelle, je mets ma flashlight, puis... Est-ce que tu profites de l'instant où tu es tout le temps aux aguets, où tu peux avoir du plaisir toujours aux aguets. Toujours. Aux aguets. Je pense que je vais toujours rester avec ça. Je l'aurai tout le temps, mais je me soigne, là, tu sais. Mais à voir ça sur une photo, je trouve ça dégueulasse. Puis, t'irais-tu les voir au zoo? Ah, mon Dieu, une sortie d'immersion pour Nicole. S'ils sont en cage, oui. Ouais. Supposons qu'elle s'en vient proche, là. Vas-tu reculer? Ah, certainement que oui. Puis je vais me passer la tête, je sais pas. En l'air libre, là? Oh, je sais pas, là. Je sais pas quel feeling ça me ferait, là. Mais graduellement, comme je dis, j'ai une meilleure qualité de vie. Parce que je peux venir à un moment donné à sortir, puis à me protéger, puis essayer de me dire, c'est arrivé une fois, ça veut pas dire que ça va arriver 2 fois. Mais ça, c'est le rationnel. Oui, c'est ça. Quand mon cœur palpite, puis tout ça, là, puis que mes pensées partent, là. La tête comprend, mais le cœur comprend pas. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est mieux que c'était, parce que tu t'empêches plus de vivre des choses, de sortir à l'extérieur, sortir de soi. C'est ça, exactement.
j'ai une meilleure qualité de vie, Ben c'est oui. ça que je dis. Ben oui. C'était quoi tu sais, le soir, là, si par exemple, tu étais obligé d'être dehors dans le temps que tu sortais pas, c'était comment tu vivais ça physiquement? C'était quoi tes symptômes? Un chapeau, un foulard. Puis en dedans, En dedans, c'était des palpitations, des sueurs, des tremblements, les jambes, courir pour aller quelque part, vite, là, tu sais. Parce que ils descendent, tu sais, mais ils descendent pas bas parce qu'ils vont vers les lampadaires manger, tu sais, les mangues, les moustiques, tu sais, aller faire, tu sais. À cette heure, quand je me sois sur le balcon, là, et j'en ai une qui se promène d'un bord à l'autre, là, je me dis, pauvre petite bête, elle s'en va chercher à manger, tu sais. Mais j'aurais pas pensé à ça, voilà. très jeune. Ouais. V'là 30 ans, là, tu sais, j'aurais dit, tabarouette, t'es pas tant de là, mais à cette heure, là, tu sais. Mais quand elle vient trop proche, là, tu sais, c'est fatigué un petit peu pas mal, là, tu sais. Comment tu t'es aperçu que tu faisais de l'anxiété généralisée? Je me suis aperçue de ça parce que j'avais toujours peur. J'avais peur de tout. Je me souviens de ça à l'école parce que je faisais mes cours d'éducation physique. Puis je courais pas parce que mon cœur débattait. Donc là, j'avais peur de mourir. Là, j'avais peur des catastrophes, des nouvelles à la télévision. J'avais peur de plein de choses qui manquaient, là, qui me dérangeaient. Tu dis ça fait longtemps Ah, que ça. je me souviens pas quand ça a commencé la première fois. Je pense que je suis née comme ça. Je suis arrivée au monde puis j'avais déjà peur. Mais Brigitte, tu dois être toujours comme en alerte, au cas où qu'il arriverait quelque Oui, chose. j'étais toujours... J'avais été voir un psychologue qui m'avait dit, je suis toujours sur ces lumières rouges. Oui, c'est ça, Sur c'est le ça. système d'alarme. Tu te lèves comme ça, tu te couches inquiète, tu te relèves inquiète. Ouais. Puis pas juste pour toi, tu es inquiète pour tout le monde, Ouais. j'imagine, autour de toi. Ouais. Ça t'empêche-tu de dormir le soir, tu sais? Parce que des fois, là, quand tu te couches le soir, est-ce que ça... Plus maintenant, là, Non. mais oui, ça m'empêchait de dormir. Ça OK. Parce que tu prévoyais des choses négatives, mettons, pour Ouais. le lendemain. Ou n'importe quoi, là, qu'est-ce que en fin de semaine, je reçois du monde. Là, 3 semaines de temps, je pensais au menu, qu'est-ce que je vais leur faire pour souper. OK. Tu sais, là, fatigant, ça. Puis en fait, ça se déplaçait tout le temps. Fait que si par exemple, tu parles d'un souper, à ce moment-là, le souper avait lieu, ça c'était fini. J'en pouvais plus Mais là, rentrer au souper. c'était autre chose. Ça pouvait être autre chose qui te stressait, qui pouvait causer ton anxiété finalement. Tu dis que t'en pouvais plus rendu au souper. Ben, parce que j'avais tellement dépassé d'énergie à penser qu'est-ce que je vais faire, puis ci, puis ça, puis la balayeuse, puis... T'avais pas de plaisir, non. finalement. Ça empoisonne la vie carrément. Oui. Puis ce qui m'a dérangé le plus, c'est de ne pas avoir fait ce que j'aurais voulu faire, de ne pas avoir accompli mes études comme j'aurais voulu. C'est ça, tu avais des projets d'études? Oui, qui j'abandonnais tenaient à cœur? tout. J'avais peur. Je voulais être dessinatrice de mode, ça. J'ai tout lâché. Quand tu as eu des enfants, ça a dû t'affecter aussi. Non, Non? parce que là, j'ai comme... j'arrêtais, je pensais plus à mes petits bobos. OK. Là, je pensais aux bobos de mes enfants. Mais tu t'inquiétais pour tes enfants. Ah oui, ben oui. Mais Tu là, t'as comme transféré. oui, mais mes bobos, ton à moi, anxiété. je pensais plus, là. C'est ça. Mais c'était leurs bobos à eux autres. Alors, j'ai été souvent au CLSC. T'étais-tu genre de mère à te lever à la nuit pour voir s'ils respirent? Oh mon Dieu, Seigneur, oui, puis j'ai réveillé. Tu sais, j'allais leur flatter à la joue, puis tout ça, puis là, j'ai réveillé. L'anxiété généralisée, tu le vois-tu comme ça? Je le vois un petit peu comme ça. C'est comme s'il y en a qui vont dire, ben, oh non, ça arrive juste aux autres. Mais quand on est anxieux du matin au soir, c'est comme, ça arrivera pas aux autres, c'est sûr, ça va m'arriver à oui. moi. Oui, c'est ça. C'est Toutes les maladies imaginaires, Ouais, là, ouais. je peux les avoir. Là. Ta santé, c'est important. Ouais. Tantôt? J'ai vu un psychologue, un thérapeute. Pendant 7 ans de temps, j'ai vu un psychothérapeute. Comment tu as vécu le 11 septembre? Oh mon Dieu! Bonne question. Oh Seigneur! Excusez, là, mais C'est ça qui a été ah, le... oui, c'est qu'il n'y avait pas de radio. Fait que là, j'entendais des affaires de tout le monde. Et là, j'ai paniqué ben raide. La panique là, m'a pognée, surtout que j'ai un garçon qui va à l'école à Montréal. Là, je dis à mon mari, va le chercher. Puis là, j'appelle mon père sur son cellulaire, va pas jouer au golf. Puis là, c'était là, la catastrophe s'en venait, la guerre s'en venait. C'était vraiment, c'était la fin du monde. C'était, là,
la panique, là, j'ai fait des paniques là, constantes. À tous les jours. Pendant Pendant combien? combien? Oui. c'est ça. Pendant jusqu'à temps que j'arrive à des C'est gens. ça qui l'a fait venir à la clé des gens. J'étais plus capable, là. J'étais au bout de Ça fonctionnait plus, là. Non, là, c'était ça. Ben non, des fois, là, j'étais en auto, là, je vais rentrer dans la chambre, va me tuer. C'était tellement, j'en pouvais plus. Mais je l'ai pas dit à personne. Tu avais des symptômes physiques à ce moment-là. Ça avait vraiment remonté. Ah, là, ça a hein. remonté, là. Des grosses crises de panique, là. Tellement, là, L'élément déclencheur était ça, après ça. Oh, Faut mon que ça revienne Dieu. en force. Puis là, ça. puis en plus, il en mettait à la télévision. T'as-tu été obligé d'arrêter de travailler à cause de ça ou tu continuais quand même à Je travailler continuais à travailler, mais quelques fois, j'ai été obligée de manquer. Je suis partie... en sachant que tes enfants étaient à l'extérieur ou à la maison, puis t'étais séparés, puis t'avais dépensé... Ben, non, mais c'est que j'avais toujours peur. Là. Je travaillais, puis je n'étais pas capable de travailler. Je paniquais à la caisse, là. Je suis obligée de quitter. Puis, Mais tu as été en arrêt de travail pour maladie, Oui. mais à un moment donné, c'est devenu tellement fort qu'il a fallu que tu arrêtes. oui, oui. Tu as arrêté J'étais plus capable. plusieurs mois, 3-4 mois. 3-4 mois. Je sais que, en tout cas, pendant Noël, là, quand c'est arrivé, ça, c'était arrivé au mois de septembre, Ouais. pendant le temps des fêtes, là. J'étais pas capable de manger, j'avais perdu du poids, puis j'étais toujours la larme à l'œil, là, tu sais, tout le temps. Tu dormais pas beaucoup Non, non, plus. hein. j'aimais pas beaucoup, puis. Mange pas, dors pas, Non. tu sais, toujours sur le... Tout le temps, C'est ça. Tendu physiquement. ouais. C'est ça. Puis j'avais des musculaire. grosses mal, là, tu sais, partout. Des spots. parce que t'es Les tensions musculaires. poignée de même, là. Comme en état d'alerte, toujours. Ah ouais. Mais en plus, ce qui me sauve, c'est que je le dis, j'en parle beaucoup. Ouais, ça. Genre, en fin de semaine, il m'est arrivé quelque chose, puis je leur ai dit, tu sais, au camping, puis tout ça. En même temps, quand tu le dis, j'imagine que tu te raisonnes. Ouais. Genre, c'est fou, là, mais j'ai peur de ça, là, mais... Ben oui, Ouais. à haute voix, tu sais. Ouais. tu- Là, tu as le support des autres qui viennent te rassurer. ouais. Des fois, irrite-toi un peu, mais c'est pas grave. Ben oui. Au moins, tu l'as exprimé, Ouais, tu sais. Fait que dans le fond, ouais. Ben, j'imagine aussi que ça a dû pouvoir augmenter tes activités là, tu sais, de loisirs, tout ça. Tu sais, souvent, quand on est trop anxieux, on est limité, on n'ose pas aller nulle part. Tout Non, ça. non, non, c'est sûr, parce que j'aurais pas été faire du camping. C'est ça, Il n'y a là, pas d'hôpital maintenant, au camping, là. hmm. J'aurais pas été faire du camping. Ça fait combien de temps que tu es capable de faire du camping? Ben, ça fait... J'ai commencé l'année passée un petit peu. Mais je regardais pas trop loin dans le bois. Puis là, cette fois-ci, j'étais allée... C'était quand même loin dans le bois, là. Puis j'ai pas pensé à Ah, c'est bon. ce qui va m'arriver ou je vais mourir. Ou... De toute façon, il n'y avait pas de télévision. Ouais, s'il y avait eu un autre lien. pas de mauvaises Télévision, nouvelles. Pas de radio, Ouais. pas de rien. C'est ça. Ben, moi, je fais de l'anxiété de performance. C'est quoi ça? C'est un peu comme avoir peur de ne pas répondre aux attentes. En tout cas, moi, je le vis surtout dans la peur de l'échec. J'ai super gros peur d'échouer, de me tromper. J'ai beaucoup peur de me tromper. Comme si j'avais pas le droit à l'erreur, jamais. Faut tout le temps que tout soit parfait. Que je sois parfaite, que je réagisse parfaitement, que je fasse les choses parfaitement. Puis ça va plus loin que le monde qui dit je suis perfectionniste, qui met des heures et des heures pour faire un travail. Ça va plus loin que ça. C'est comme si fallait que je performe aussi de ma personnalité. Il faut tout le temps que je sois parfaite dans ma manière d'être, de dire les bonnes affaires, d'être correcte, de réagir de façon correcte. Tout le temps dans le sens parfait. Ce que je fais, ce que je suis, ma façon d'être, tout le temps. Ça demandait beaucoup d'énergie. J'ai commencé, dans ce temps-là, je faisais beaucoup d'hyperventilation. Je faisais des crises de foie à répétition alors que j'avais même pas besoin de prendre l'alcool ou manger gras. Ça sortait comme ça. J'étais tout le temps malade, amygdalite, sinusite, tout le temps, constamment, parce qu'il y avait des examens constamment. Puis, à un moment donné, j'étais plus capable d'en prendre. Je me ramassais aussi à l'urgence. Ils appelaient ça des crises d'angoisse, qu'à un moment donné, mon corps était tellement fatigué qu'à un moment donné, je bougeais plus. J'ai été à la limite extrême. Il a fallu que je sois
face à des idées de mort, de dire que je suis plus là, pour me permettre d'accepter que je puisse changer, que je puisse baisser la barre, que je puisse diminuer mes attentes, diminuer mon barème, diminuer tout ce que j'attendais de moi, finalement. Mais Jenny, aussi, tu as intégré des choses dans ta vie quotidienne, là, je pense, qui ont l'air d'être bonnes pour toi. Tu sais, bon, comme le yoga, tu sais, de continuer de voir une thérapeute. Ouais. J'ai commencé avec le temps aussi, j'ai voulu faire un parallèle avec les groupes d'entraide. Faire une thérapie. Ça m'aide beaucoup. Les activités, ben, encore là, tout ce que je fais, même le yoga, au début, quand j'en ai fait il y a 4 ans, je cherchais à performer tout le temps. Parfait. Mais là, je le fais pour les bonnes raisons. Puis j'essaie de faire toutes les affaires pour les bonnes raisons. Puis que peu importe ce que je fais, si j'aime plus ça, je peux arrêter. Ouais. Qu'est-ce que c'est la phobie sociale? Moi, je dirais que c'est un grand inconfort dans la présence des autres. Dans mon cas, c'est plus avec le 1 à 1 dans l'intimité, moins avec le groupe, quoique maintenant je suis anxieuse, mais c'est particulièrement avec une relation intime où est-ce que je me sens regardée et puis où est-ce que l'attention est sur moi. Je sais pas si tu dis ça de même, toi, Rita. Oui, c'est un peu le même, mais c'est sûr que c'est l'opinion des autres qui nous dérange. Je trouve que c'est comme un genre de maladie du manque de confiance de Oui. soi ou ben c'est carrément l'opinion des autres qui nous dérange. On a peur de l'opinion des autres. À deux, moi, j'ai pas de problème. C'est en groupe. Ben, je dis à deux, ça dépend. Là. En groupe, j'ai de la difficulté. Sauf peut-être avec le sexe opposé, j'ai plus de difficultés. Si on est deux pour avoir une discussion, là, je suis un petit peu plus mal à l'aise. Si quelqu'un m'invite à aller dans un souper, exemple, puis qu'il y a des amis que je connais pas, là, ça va me rendre anxieuse. Puis, Une nouvelle connaissance. c'est une belle connaissance, oui, ça va Comment- déranger. Puis comment vous vivez ça? Tu sais, quand vous êtes face à une situation, là, vous êtes pas bien. Là. Ben moi, des fois, je vis carrément des crises de panique, là, étourdissement et puis les palpitations. Je me sens vraiment pas bien. J'ai juste le goût de partir de la situation. Beaucoup de tension musculaire, un inconfort. C'est être poignée. Moi, je me sens poignée. Puis, Une sensation de nervosité en général, dans le fond. Moi, je me sens comme ça. les symptômes physiques, moi, problème de digestion, j'ai ça un petit peu, là, les ballonnements, mais tout le barème des symptômes d'anxiété, la bouche sèche, les palpitations, les mains moites, les mains froides, les étourdissements, les tensions musculaires, bégaiements, des blancs de mémoire. Oui. Ça tombe bien. Dans ma vie personnelle, ça a beaucoup affecté ma vie, dans le sens que j'ai pas d'amitié proche. Mes amis que j'avais avant de devenir d'avoir l'anxiété sociale, la phobie sociale, je suis plus à l'aise avec elles, donc je les vois plus. Et puis Ça veut dire que tu n'as plus de réseau d'amis. non, à part ma famille et puis mon conjoint. C'est à peu près. Puis le lieu de travail. travail, là, le lieu de travail aussi. C'est comme paradoxal, c'est qu'en même temps, tu as le goût d'être avec le monde, puis quand tu es avec le monde, tu n'es pas bien. C'est ça. On dirait que ça m'épuise, ça me vide d'être avec les gens. Puis pour revoir mon énergie, je dois être seule, au moins 1 heure ou 2 par jour. Je dois être seule pour reprendre mes énergies.
Puis est-ce qu'il y a des choses ou des activités que tu aurais aimé faire, mais que tu t'empêches de faire à cause de ça? Ah ben oui. Par exemple, à cause de ma gêne, là, c'est pas que je joue bien la guitare, là, mais je joue un peu. Je chante un petit peu, mais je n'ose pas chanter ni jouer de la guitare ou danser devant les autres. Réellement, je me sens comme quand on dit poignée, ben, c'est comme ça que je me sens. Le terme phobie sociale, j'ai entendu ça à la Fille des Champs. Puis la première réaction que j'ai eue, c'est de dire « j'ai pas ça moi ». Mais à force d'entendre parler de monde, je me suis rendu compte que oui, j'avais de la phobie sociale. Disons moyennement quand même, tu sais, parce que ça brime ma vie, si on peut dire, sauf que je vais quand même persévérer. Je vais me sentir mal dans des situations, mais je vais quand même continuer et je vais persévérer à aller vers les gens. Mais, toi, est-ce que tu avais pas mal de symptômes physiques? Ben, comme je disais tantôt, c'est plus une sensation de nervosité générale. C'est sûr qu'il y a des situations j'appelle ça des situations qui étaient aiguës, là, mettons. C'est où ce que j'avais bien des palpitations, là, puis que, tu sais, là, j'avais hâte de sortir de là. Mais en général, je suis quand même capable de contrôler, là. Beaucoup plus maintenant, c'est sûr. C'était quoi une situation aiguë? Ben justement, d'aller être invitée chez des personnes que je connais pas, ou plus ou moins, de parler d'un sujet que je connais, que je maîtrise pas vraiment. Ça, c'est des situations que j'ai encore, d'ailleurs, un petit peu de difficulté avec ça. Beaucoup moins qu'avant. Puis comment tu vivais ça? Si tu vivais à ce moment-là, tu sais, dans une classe, à l'école, comment tu vivais ta vie sociale? Ben c'est ça, à l'école, c'est sûr que j'étais toujours assis en arrière. Je ne levais jamais la main, genre pour dire des choses, donner une réponse, ça c'est sûr. Je ne pouvais pas faire ça. Si le professeur, par exemple, me disait, ben toi, peux-tu répondre à cette question-là? Ben là, c'est ça. Souvent, j'avais pas la bonne réponse parce que j'anticipais qu'il me pose la question, je répondais tout proche. Là, je me disais, bon, le monde va dire que je suis proche, tu sais, que je connais rien. Pour revenir à ce que tu disais, signer, manger, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai. Manger, j'avais même la difficulté à manger avec ma famille, avaler, de sentir les gens me regarder. Manger au travail, j'avais la difficulté à manger, même un peu encore maintenant. À la banque, signer, quand ils me regardaient signer, j'avais tendance à mal écrire, puis même un petit peu encore maintenant. Présentement, j'ai remarqué que j'avais encore la difficulté avec plusieurs choses, mais deux choses qui me viennent à l'idée, là. C'est que souvent, si je veux aller m'acheter quelque chose dans un magasin, je vais passer devant la vitrine. Puis là, s'il y a bien des vendeurs, ou ça dépend qu'est-ce que la vendeuse a l'air ou le vendeur a l'air, puis s'il s'en vient vers moi, là, c'est sûr qu'il va me faire une cliente parce que... Non, moi aussi, je suis mal à l'aise. J'ai de la difficulté avec ça parce que, mais je pense que c'est parce que si je rentre dans le magasin et que j'achète pas, je me dis peut-être qu'il va dire, tu sais... faites perdre mon temps. Moi, faites perdre mon temps, je bête, pas d'argent, je sais pas. Le jugement. C'est ça. C'est encore ça. Puis aussi, c'est que quand j'arrive chez moi, là, les voisins qui sont sur les balcons, là, tu sais, qui nous regardent rentrer, là, ça me dérange encore. Ouais. Mais c'est sûr que je travaille là-dessus, mais c'est quelque chose qui est dérangeant encore. Ou de dire non, si c'est dans les journées plus basses, là, de dire non à un vendeur qui a pris beaucoup de temps avec nous dans un magasin. Tu sais, elle essaie de vendre la robe, c'est beau, puis je donne un exemple, une robe. Là. Puis de finalement dire, ben non, je ne la prendrai pas, ben j'ai de la misère avec ça. Vous expliquer c'est quoi une attaque de panique pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu? Ben, c'est que tu as très, très peur. Tu as peur que ta dernière heure est arrivée. Tu as peur de ne pas être capable de sortir de la situation. Là, comme je disais, les symptômes sont très forts, fait que une perte de contrôle. Si tu es dans un endroit où il y a des gens, tu es sur la rue, ben là, tu te dis, ces gens-là vont voir comment je me sens. Donc, ça accélère tout ça. C'est comme une montée là, rapide
Puis t'as l'impression que jamais ça va... Tu vas passer au travers. Puis le gros du problème, c'est que tu es toujours en attente que ça arrive. Donc, ça te met dans un état d'attente, là, de... Fragilité. Ben, tes fragilités, tout ça, mais toujours sur le qui-vive. T'es toujours sur le qui-vive. Les tensions sont toujours là. Tu peux pas te dire, je vais arrêter. Tu peux pas dire, je vais prendre un break, je vais être relax. Parce que tu te dis, d'un coup, ça arrive. Là, il faut que tu te protèges à quand ça va arriver. Mais des fois, ça n'arrivera pas nécessairement. Mais juste le fait de vouloir te protéger, peut-être toujours en attente, ben là, c'est là que tu deviens que tu n'as plus de qualité de vie. Mais à un moment donné, les attaques viennent répétitives, puis ils surviennent quand tu fais même plus d'efforts. Tu regardes la télévision, tu es assis sur le balcon, des choses que tu dis, j'aimerais ça être capable de faire pour pouvoir relaxer. Mais même là, tu n'es pas capable de relaxer. Fait que là, c'est là que j'ai appris que ça devenait, on appelait ça comme le trouble panique. As-tu passé bien les examens médicaux pour aller vérifier si tu avais le cœur correct? Oui, puis c'est ça, moi, je reliais ça beaucoup au physique. Ouais. Alors, j'allais passer des examens. Ça a commencé avec électrocardiogramme, des tests de poumon, parce qu'à un moment donné, tu fais plus d'activité physique. Fait que juste descendre les marches. Tantôt, quelqu'un parlait d'aller chercher son courrier. Tu sais, moi, des fois, j'arrivais pour descendre les marches, puis je paralysais. Ça, c'est un mot vraiment là, que je tiens à mentionner, c'est que les attaques de panique, souvent, ça te paralyse. Alors, j'arrivais pour descendre les marches, mais j'étais pas capable. Mes mouvements étaient comme mal coordonnés, mal synchronisés. Fait que ce que je faisais, je rentrais en dedans jusqu'à temps que je me sente assez bien pour aller chercher le courrier. Puis là, je descendais en bas, je remontais. Puis là, j'avais vraiment, tu sais, j'avais fait une activité physique. Mais là, tu sais, j'arrivais en dedans, je fermais la porte, puis je m'assoyais là, pour que ça passe parce que j'avais vraiment l'impression que mon cœur puis mon système tiendraient pas la route, tu sais. Fait que c'est ça, examen cœur, poumon, examen colonne. Au niveau du cou, je pensais que j'avais des nerfs coincés qui faisaient en sorte que j'avais des courants électriques à la tête, là, tu sais, puis des engourdissements à la nuque. Si je peux revenir là, à quand ça a commencé, parce que premièrement, on ne sait pas si c'est des attaques de panique, on se demande qu'est-ce qui nous arrive, mais ça a commencé beaucoup au travail, donc j'allais me cacher. J'allais me mettre de l'eau dans la figure, j'allais me mettre de l'eau en arrière de la tête, puis pour essayer de faire passer ces symptômes-là. Mais j'avais tout le temps le réflexe d'aller me cacher, tu sais, de dire je vais aller aux toilettes. C'était tout le temps des choses comme ça. Fait que, puis ben c'est ça, c'est arrivé beaucoup au travail, des rencontres avec des amis. Que là, tu es en train de perdre le fil de la conversation, puis là, tu te dis, ça va paraître, puis là, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu t'en sors tout le temps avec des mensonges. Mais plus tu mens, ben plus que t'évites, là... c'est vraiment à côté de ce que t'as vraiment. Toi, Joanne, t'as eu le trouble panique aussi, mais toi, c'était encore plus loin, finalement. Ben disons, moi, là, en partant, ça a commencé par un burn-out. Mais la première attaque de panique, ça a été un peu ce qui m'a fait me rendre compte que j'étais en épuisement professionnel. Ça s'est pas passé au travail, c'était dans une banque. Puis j'étais dans une file d'attente. Puis là, tranquillement, il y a des symptômes qui ont commencé à monter, des étourdissements, nausées, la vision floue, on dirait, je regardais, puis que, tu sais, j'étais comme pas toute là, comme si on peut prendre cette expression-là. Je me sentais assez mal, que là, je me suis dit, ben je vais passer au guichet automatique, je vais voir comment ça va se passer. Finalement, je passe au guichet automatique, mais je me sentais comme dans une urgence d'avoir à sortir de la banque, parce que je me disais, ben en sortant, je vais pouvoir aller prendre de l'air, je vais me sentir mieux, tout ça. Mais là, même, juste le temps de passer au guichet automatique, il n'y avait personne en avant de moi. Juste le temps de faire ma transaction, ça m'a paru 1 heure. J'étais inconfortable. J'avais ça, bon, les étourdissements, comme je disais, la vision floue, les jambes molles. Je me sentais comme sur le point de m'écraser ou de m'évanouir.
J'étais avec mon petit garçon en plus qui avait 4 ans. Fait que là, je me disais, qu'est-ce qui arrive si jamais je tombe, je m'évanouis ou je meurs sur place d'une crise cardiaque parce que le cœur me débattait. Les attaques de panique se répétaient à chaque fois que j'allais à la banque ou à la caisse populaire. Puis à un moment donné, c'était rendu à l'épicerie. À un autre moment donné, c'était en allant au centre d'achat, en prenant l'autobus, en prenant le métro, au travail. Ça se généralisait. C'était que j'avais des attaques de panique presque partout, sauf chez moi. Puis ces attaques-là étaient toujours très importantes, puissantes. Puis, entre autres, en voiture, j'avais vraiment peur de perdre le contrôle parce que je me disais que je peux créer un accident. Je me sens tellement mal, je me sens tellement en urgence de devoir partir pour pouvoir me libérer de cette situation-là dans laquelle je me retrouve. Parce que je me sentais vraiment coincée. Donc, même si c'était des fois être coincé d'une façon psychologique, quand on est coincé dans une file d'attente, on est coincé entre la personne qui est en avant de nous et celle qui est en arrière de nous. Celle qui est en avant, elle nous fatigue parce qu'on veut qu'elle se dépêche à passer. Celle qui est en arrière de nous, elle nous fatigue parce qu'elle est impatiente que nous autres mêmes, on passe. Donc, finalement, c'était toujours malaise par-dessus malaise. Donc, moi, j'ai appelé ça, je suis devenue comme invalide pendant une certaine période de temps, qui a duré à peu près 1 an, là, pendant lequel j'ai pas pu travailler bien. D'un autre côté, j'ai été chanceuse parce que j'ai pu rapidement, j'ai vu un médecin qui m'a référé à un psychologue. Ensuite de ça, j'ai pu participer à des groupes à la Clé des Champs. J'ai fait 2 psychothérapies. Puis c'est là que j'ai appris que à chaque fois que je faisais de l'évitement en allant pas à quelque part, à chaque fois que je fuyais un endroit, puis que ça me soulageait, ou encore à chaque fois que j'étais pas capable de tolérer les situations, puis que je faisais tout pour m'en sortir, finalement, je m'en allais comme vers un cul-de-sac, puis c'était ça qui aggravait mon cas. Donc l'agoraphobie, c'était vraiment ça, c'était d'éviter, de fuir, puis de ne pas être capable de faire face à des situations de la vie quotidienne très normale, comme faire l'épicerie, aller au dépanneur, des choses comme ça. Puis, avec toutes les démarches que j'ai faites, disons que j'en suis pas mal venue à bout, mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a encore des petites choses que je préfère faire avec mon conjoint, en étant en compagnie ou avec une copine, là, parce que je me sens plus à l'aise avec ces personnes-là. Mais disons que l'anxiété a pas mal baissé, puis je prends soin de moi aussi, là, je veille à mon sommeil, je fais attention à ne pas trop boire de café. Je vais prendre du temps pour moi, pour faire des choses que j'aime, qui vont me détendre. Fait que cet équilibre-là dans ma vie, là, entre aujourd'hui puis le moment où j'ai fait cet épuisement professionnel-là, c'est sûr que ça a sûrement aidé à empêcher que mon cas s'aggrave de plus en plus, là, toutes ces démarches-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous autres qui a déjà vécu un choc post-traumatique? Ah oui, bonne question. Moi, j'en ai vécu un. Ça fait longtemps, j'étais petite fille. Mon Dieu, ça remonte loin. J'avais à peu près 7 ans. Je m'étais étouffée. J'étais le genre d'enfant à manger vite parce que j'avais hâte d'aller jouer à l'heure du midi. Je me souviens, c'était une journée d'école. Puis je m'étais étouffée, mais pas à peu près. Là. L'air passait plus, bloqué bien raide. Là. Et puis, faut dire qu'à cette époque-là, ma mère avait des problèmes cardiaques. On avait toujours peur qu'elle meure, puis tout le temps. Puis ma mère, c'était une grande anxieuse, évidemment, j'ai quitté. Puis en me voyant étouffée, puis je revenais plus. Puis là, j'avais les yeux à l'envers, puis tout. Puis personne ne faisait de quoi. Ma mère, elle tombe, elle perd connaissance. Puis là, ma soeur a eu comme un bon réflexe. Elle m'a sacré une claque dans le dos. Le morceau est ressorti. Mais le fait de voir maman perdre connaissance, ça a comme enregistré l'accident dans ma tête. Là. Puis j'avais tellement peur de m'étouffer de nouveau, puis de tuer ma mère, finalement, qui avait le cœur fragile, que je voulais plus manger. J'ai été même des semaines et des semaines sans manger à un point tel qu'il a fallu qu'il m'hospitalise. Il m'a hospitalisé à Sainte-Justine pendant un bon 2 semaines, à essayer de me faire manger, me sortir du milieu familial aussi, de la tension nerveuse, de tout ça, parce que c'était comme un cercle vicieux. Moi, je mangeais, puis ma mère s'énervait, puis ma mère s'énervait, puis j'avais peur qu'elle meure, puis mon père était là par derrière qui me disait, ben là,
tu manges, je me mets à cœur malade, elle s'inquiète, c'est pas bon pour elle. Puis, en tout cas, j'étais rendue à un point tel que j'avais même peur d'avaler ma salive. De pas... Peur de m'étouffer. Puis j'ai encore des séquelles de ça aujourd'hui, parce que des fois, ça m'arrive de venir proche de m'étouffer, là, puis j'ai peur. Des fois, je m'étouffe juste en buvant, là, puis là, je panique, là, je me dis, ça y est, je vais manquer d'air, ça va recommencer, je vais recommencer à être traumatisée, je serai plus capable de manger. Le processus d'avaler, de respirer. De respirer, là. C'est tout. Je dirais que l'anxiété, là, elle est beaucoup là, même si ça se jette sur l'estomac, les intestins souvent, mais les premiers lieux de tension, là, où je le sens, là, c'est là. C'est traumatisant. Quels moyens vous avez pris pour... Ben, c'est ça. Moi, c'est la même chose aussi. C'est sûr que c'est de se mettre dans les situations qui nous dérangent, mais de pratiquer les trucs qu'on apprend aussi, soit en thérapie ou à l'effet des chants, la respiration, entre autres. Puis aussi, évidemment, de changer notre façon de penser, de faire nos grilles. Là. Ça, ça a été très aidant pour moi. Voilà, la respiration, moi aussi, la relaxation. Là, quand je sens les symptômes d'anxiété, là, aussitôt que je les sens, je commence à faire mes exercices de relaxation, puis à dédramatiser. Ne pas anticiper pour rien, attendre que le moment se présente. Ne pas anticiper. Ben moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est sûr que j'ai des trucs, tu sais, quand l'anxiété elle monte, tout ça. C'est sûr que dans mes activités, je fais des choses qui m'aident là, à diminuer l'anxiété, comme on parlait tout à l'heure du yoga, tout ça, des activités ou de la relaxation. Mais moi, ce qui a vraiment aidé au départ, c'est vraiment de changer ma façon de penser. Puis c'est sûr aussi, ce qui a beaucoup aidé, c'est dans le partage. De pouvoir parler beaucoup de ce qu'on vit, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Sortir aussi de chez moi parce que je vivais de l'isolement, ça aide aussi tout ça. Le groupe, l'effet de groupe, de voir qu'on n'est pas tout seul. Les autres racontent leur vécu, puis en même temps, on se reconnaît là-dedans, puis ça nous aide, même quand c'est pas nous qui parlons. Puis ça m'a beaucoup aidé. Et plus on va en parler, je pense, plus que ça va s'améliorer. Plus les gens vont se reconnaître, plus les gens vont mettre leur honte de côté. Puis plus on peut aller vers... Ils ne sentiront pas tout seuls. On peut aller chercher, en étant moins tabou, on peut aller chercher de l'aide, aller dans des endroits où il peut y avoir des outils, où on va apprendre à développer des trucs. La première chose qui m'a aidée, moi, ça a été au niveau de l'humour. De voir qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient des choses, des fois aussi insensées que moi, pour essayer de diminuer leur anxiété. Tu sais, comme par exemple, de s'amener une pomme au dépanneur, dans l'idée que, tu sais, si jamais on a une faiblesse, on va pouvoir manger une petite bouchée de pomme, tu sais, pour pouvoir avoir la force de revenir chez nous. À partir du moment où j'ai davantage accepté d'avoir à vivre des symptômes, mais là, on dirait que les symptômes étaient moins importants, étaient moins puissants. J'avais moins l'impression que j'étais en train de perdre le contrôle de la situation, que je pouvais soit risquer d'avoir un accident ou qu'il puisse m'arriver quelque chose de grave parce que je tolérais le léger symptôme. Mais pour le tolérer, ben là, j'avais appris à utiliser les méthodes de respiration, la relaxation, tout ça. Ça m'aidait beaucoup à mieux tolérer les symptômes aussi. J'ai appris, si on peut dire, peut-être à accepter plus la vie comme elle est, puis à m'accepter moi aussi, plus que comme j'étais, là, avec mes qualités, mes défauts, puis mes limites aussi. Accepter que il y a peut-être certaines choses que je ne ferai plus, puis c'est correct pareil. Puis il y a peut-être des choses que je peux recommencer à faire, puis que je suis contente de faire. Il y a peut-être des choses que j'ai jamais faites, puis que je vais faire. C'est drôle à dire maintenant, là, mais je suis contente d'avoir eu cette problématique-là. Parce que maintenant, qu'est-ce que je vis, j'apprécie. Je peux profiter des bons moments. Je sais qu'est-ce que j'ai manqué. Je sais comment que ça m'a manqué. Je sais que ça a bouleversé ma vie. Je sais que j'étais pas la même. Fait qu'en travaillant sur moi, en me prenant en main, puis en arrêtant peut-être de mentir aux autres pour me faire accepter par les autres, ça m'a juste montré que j'étais humaine, j'avais mes limites, j'étais pas parfaite, puis j'avais le droit à l'erreur. J'avais une problématique, mais je t'ai pu travailler dessus pour venir à m'en sortir. Pour moi, en fonction de moi.
et non en fonction des autres. Mais j'avais pas rien d'autre à prouver, mais j'étais tannée de mentir parce que pendant que je mentais aux autres, dans le fond, c'était à moi que je mentais. Puis je me blessais, là, tu sais, parce que je me mettais des limites, puis je jouais une game. Puis dans le fond, qui en souffrait, c'est pas personne d'autre, c'est moi qui en souffrais, tu sais. Fait que... Moi, c'est bien sur le raisonnement. J'ai des phrases clés qui me servent depuis des années. Ça va mieux, là. Il y en a une, entre autres, c'est « et puis après ». Je veux dire, des fois, là, tu sais, l'anxiété monte parce que j'ai pas performé ou ben non, c'est pas tout parfait sur toute la ligne. Bon, côté santé, d'un coup qui arrive ici, côté sécurité financière. Et puis après, si ça arrive, ça arrivera. Quand je serai rendue dessus, j'y ferai face. Puis lâcher prise aussi, pas essayer que tout le monde entier t'aime, que tout le monde entier soit content, soit heureux. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde, ça sert à rien. Tu as toujours deux avis opposés. Il y en a que tu fais quelque chose, ça va plaire ils vont être bien contents, puis tu fais la même chose, puis il y a d'autres personnes qui vont être bien en colère, tout à fait en désaccord avec toi. Tu peux pas être en accord avec tout le monde, tu peux pas faire plaisir à tout le monde, tu peux pas sauver le monde. Tu peux pas empêcher tes enfants d'avoir mal, de se brûler, de tomber, d'avoir des peines d'amour, d'avoir des désastres financiers, n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, tu peux pas. T'as pas de toute puissance, puis c'est de lâcher prise. Vivre sa vie, faire son possible. Moi, à partir du moment où j'ai baissé les bras un peu côté physique, puis je me suis concentré sur l'aspect anxieux, parce que j'ai tout le temps été quelqu'un de stressé, cours à gauche, cours à droite. Mais là, j'ai accepté, ça n'a pas été facile, mais ça m'a permis de regarder vers l'avenir. Ben, les groupes d'entraide. Puis j'ai vu que dans les documents, c'était écrit noir sur blanc, les traits de personnalité, puis tout ça. Là, j'ai comme décroché là, de dire c'est juste moi qui vis ça. Puis ça m'a beaucoup aidé de voir que c'était que ça avait été écrit, que la problématique existait, de savoir que plusieurs personnes la vivaient. Puis ben c'est ça. Quand j'ai commencé à aller mieux, ben j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à reprendre les activités que je faisais auparavant. La différence, c'est que je l'appréciais plus. Et je pense que c'est un travail jusqu'à temps que je meurs. Toute ma vie que je vais travailler comme ça. De longue haleine. Mais c'est de moins en moins pénible, peut-être. Ouais. Mais c'est qu'on est plus conscient aussi de qu'est-ce qu'on a, nos symptômes, puis pourquoi qu'on est comme ça. Faut pas lâcher la vigilance, faut toujours être attentif. Puis se connaître. Oui. Puis le fait de le dire puis d'être écouté, ça fait une grosse part.